Et il y a une asso pour ça, reçoit le groupe associatif L'Estuaire et son vice-président Jacques Guichard. La préservation de notre environnement passe par des actions en faveur de l'éducation à l'environnement et à la protection de milieux naturels. Cela se fait et doit se faire dans un temps long en y intégrant de la concertation pour amener les publics à penser et agir autrement lorsqu'il s'agit de notre environnement. Jacques Girard, bonjour. Bonjour. L'association que vous représentez est peu connue du grand public. Groupe associatif L'Estuaire. Voilà. Ça vous étonne quand je vous dis peu connu ? Non, ça ne m'étonne pas, mais on essaie justement de développer cette connaissance, parce que notre groupe, en fait, existe depuis 1993. Oui, c'est un groupe qui a d'histoire. ancien, qui est né d'une problématique locale, puisqu'on était dans un estuaire, où il y a en particulier des huîtres. Et pour les huîtres, il faut une qualité d'eau importante, et donc la préservation de l'environnement et de la qualité de cette eau était un élément majeur, et c'est parti de ça. Et ensuite, comme on est dans un estuaire qui a été créé par l'homme, en fait, qui a été aménagé par l'homme au Moyen-Âge, si vous voulez, au départ, Talmont était un grand port. C'était d'ailleurs le port principal sur l'Atlantique, entre Nantes et Bordeaux. Et ensuite, ça s'est envasé à partir du XIIe, XIIIe siècle. Et les moines ont aménagé, en fait, des canaux, des marais salants, des marais à poissons. Et c'est comme ça que naissait. Et l'estuaire, il ne vit que parce que les hommes font fonctionner, en particulier, ces marais à poissons. Et donc, l'homme est capital. Et donc, une des caractéristiques de notre association, c'est pas de préserver la nature pour la nature, mais c'est la nature avec l'homme, en essayant de trouver justement le bon équilibre, en travaillant avec les institutions locales. Alors on va en parler justement. Voilà. Quel regard vous portez sur cette relation que nous avons justement avec la nature aujourd'hui, en 2024 ? Pour nous, si vous voulez, ça s'est amélioré, si vous voulez, le regard que les gens ont sur la nature, mais parfois avec des excès, puisque parfois il y a des gens qui pensent nature sans l'homme. Et nous, ce qu'on essaie de mettre en avant, c'est justement, l'homme, il est là, et on doit trouver le juste milieu pour préserver la nature, tout en conservant la présence de l'homme dans cette nature. Oui, parce que c'est ce que vous venez de dire. Parler de protection de l'environnement est parfois un sujet difficile. On sent des clivages, on sent des combats dogmatiques. Ça vous heurte quand on arrive à des extrêmes ? C'est dommage. Puisqu'en fait, on essaie de tous aller dans le même sens, mais il y a des gens qui sont un peu excessifs, et nous, on n'est pas dans l'excès, justement. Pas d'antinomie, donc, entre la protection de l'environnement et la protection de l'humanité ? Non, pour nous, non. Pour nous, au contraire, l'un va avec l'autre. Et c'est parce qu'on protège l'environnement que l'homme garde sa place aussi, par rapport à ça. La prise de conscience est au rendez-vous, aujourd'hui ? Oui, ça s'est nettement amélioré. Et nous, on a un exemple, c'est que j'ai créé il y a 3 ans dans le groupe quelque chose qui s'appelle les Sentinelles de l'Estuaire, pour essayer de faire revenir des gens locaux dans l'asso. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on a réaugmenté de manière importante nos actifs de l'asso, puisqu'on a 300 personnes, enfin je veux dire, qui sont assez actives dans cette asso, mais très locales, c'est sûr. Mais alors ces Sentinelles, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est qu'on leur fait, il y a trois facteurs. Allez-y. Faire découvrir, pour faire aimer, et du coup, protéger. C'est vraiment notre slogan, si vous voulez, de l'association. C'est ce que j'ai lu en regardant un petit peu, justement, vos communications. Il y a d'abord une action d'éducation, de connaissance de l'écosystème pour ensuite agir. Oui. Ça, c'est votre ADN. C'est notre ADN. Et pour ça, bien sûr, on reçoit beaucoup d'écoles. Je veux dire, on fait beaucoup d'animations avec des écoles. Et quand je parlais des sentinelles, je donne un exemple. Dans les sentinelles, les gens peuvent dire, tiens, on a trouvé plein d'aplysies là, au bord de la plage. Est-ce que c'est une pollution ? Nous, on leur dit scientifiquement, pourquoi ces aplysies sont là ? C'est parce que, je prends un exemple récent, c'est parce qu'elles venaient de pondre 2 mois avant, et du coup, elles meurent après avoir pondu, c'est normal. Et du coup, on leur dit, non, on remet les choses en place, et c'est pas une pollution, ça fait de naturel. Donc, on enseigne aux gens
les réalités des choses pour qu'ils aient un bon regard sur l'environnement et pas un regard déformé que certains voudraient essayer de développer. Alors il y a le commun des mortels, mais il y a aussi les acteurs locaux, les élus, ou autres associations. Vous travaillez aussi de concert avec eux ? On travaille de concert avec les élus. On a d'ailleurs des bonnes relations avec la société de chasse, même si on n'est pas toujours d'accord avec tout ce qu'ils font. Hein, mais je veux dire, on essaie d'avoir des bonnes relations. Et par exemple, avec les élus, on a aussi dans notre association un laboratoire que je préside, qui s'appelle Label, qui fait des études justement d'impact, d'action environnementale. Alors vous parlez d'actions. 2 actions phares que vous portez. Action sur le trait de côte, et puis une action concernant la restauration d'une pêcherie. Voilà. Trait de côte, on en parle beaucoup du trait de côte. Alors, trait de côte, nous, on y travaille depuis une quinzaine d'années en faisant un relevé à chaque grande marée du trait de côte des 2 côtés de l'estuaire. C'est quoi le constat ? GPS, relevé GPS, hein, et en mettant en relation avec les conditions du moment. Pression atmosphérique, tempête, sens des vents, etc. Et qu'est-ce que cela vous dit ? Alors, ce qui est très important, c'est qu'on a, vous voyez, dans l'estuaire du Perret, en fait, dans lequel on est, il y a un cordon dunaire qui fermait cet estuaire depuis une centaine d'années, qui avait été créé par l'homme, d'ailleurs, j'ai retrouvé les documents historiques. Et en 2017, 2015, 2016, 2017, en 3 ans, il y a 800 mètres de ce cordon dunaire qui ont été mangés par la mer. Donc ça a posé beaucoup de questions aux gens. Et nous, on a travaillé avec des géographes. Et l'hypothèse que l'on a et qu'on est en train de vérifier justement avec ces suivis du trait de côte, c'est que pendant ces 3 années-là, il y a une série de tempêtes de sud-ouest, ce qui n'est pas normal, puisque normalement les tempêtes sont de nord-ouest, hein, qui sont arrivées en fait et qui ont avalé cette dune, puisque quand la mer la rognait à une tempête, la pente de la dune devenait verticale. Et comme la tempête suivante arrivait avant qu'elle ait repris son état d'équilibre, ça surcreusait. Alors que classiquement, ce n'est pas le cas. Et que les tempêtes de nord-ouest, depuis 100 ans, elles amenaient au contraire du sable de Loire. Et d'ailleurs, depuis 2020, on a la tendance ancienne qui revient, et ce cordon est en train de se reformer par justement les tempêtes de nord-ouest qui ramènent du sable de Loire. Et ça, si vous voulez, on fait une étude là-dessus, qui va être d'ailleurs bientôt publiée, pour montrer ce phénomène. Alors on entend que le trait de côte recule cependant. Alors il recule, et alors, par rapport à ce recul, ça m'amène à mon autre sujet qui est la pêcherie, hein, puisque notre pêcherie... Alors, il y avait des pêcheries qui existaient dans l'anse de la République jusqu'à la plage du Veillon, qui sont tombées en désuétude depuis la dernière guerre. C'est quoi une pêcherie déjà ? Alors une pêcherie, ce sont des murs de pierre fabriqués dans la mer, vous voyez, un peu comme ça, hein, avec une écluse à un endroit. Et quand la mer monte, le niveau de l'eau passe au-dessus des pierres. Permet de capter les poissons, et quand ils descendent, les poissons sont piégés dans cette écluse, et donc on peut pêcher du poisson. Et les anciens, d'ailleurs, de notre secteur, n'ont jamais eu de famine, parce qu'il y a tout le temps eu à manger grâce à ces écluses. Alors nous, on essaie de refaire une des écluses, mais avec les techniques du Moyen-Âge, puisqu'elles ont été créées au Moyen-Âge par les moines. Donc il y a un travail de restauration. Il y a un travail, je dirais, patrimonial pour essayer de retrouver ces techniques. Hein, donc ça, on l'a fait. Et là, on est en train de restaurer doucement une de ces pêcheries. Ça va durer 3-4 ans, puisqu'on le fait à la main, si vous voulez, mais en même temps, c'est quelque chose qui motive des quantités de gens. On a des gens qui nous soutiennent financièrement, puis il y a un groupe d'une centaine de personnes, alors il y en a 30 à chaque fois, mais ça tourne, qui viennent pour soulever les pierres, les bouger, et pour faire tous les tests qu'on est en train de faire actuellement. Et l'objectif dans 3-4 ans, c'est de réinstaller... de remettre en état la pêcherie, pour revoir les méthodes, pour essayer de faire revivre aux gens les méthodes après de pêche qui étaient utilisées. Mais ça a 2 autres effets. C'est que les pêcheries, Colbert le disait déjà, d'où ça date, il disait que les pêcheries, en fait, étaient intéressantes à conserver parce qu'elles nourrissaient la population locale, mais aussi qu'elles protégeaient de l'érosion la côte. Et là, justement, nous, on a des falaises qui sont en train de pas mal reculer à cet endroit-là, et on va vérifier que notre pêcherie arrive à limiter cette érosion. Ça, c'est un facteur. Le deuxième facteur qui est à la mode maintenant et qui est très important, c'est la biodiversité. Parce que les pêcheries, on veut essayer de prouver justement par notre pêcherie que ça augmente la biodiversité. Parce que dans une pêcherie, on crée au milieu de la pêcherie ce qu'on appelle des tas d'attirance, c'est-à-dire des blocs de pierre avec des trous pour que les petites bêtes, les poissons, les crabes, etc., puissent venir pondre et que ça développe justement la biodiversité. Et tout ça, on va le vérifier justement avec notre pêcherie. Et derrière, je suppose qu'il y aura une animation autour de ces pêcheries en direction des publics que vous ciblez ? Bien sûr. Et alors, il y a quelque chose d'autre en plus dans notre pêcherie, c'est qu'on a choisi une pêcherie à un endroit où il y a une grande plateforme
qui se trouve dans l'eau quand l'eau est à marée basse. Et cette plateforme, il y a une piste de 30 mètres de pas d'un grand dinosaure qui s'appelait un Neubronte. Et donc, du coup, notre pêcherie va permettre aussi de protéger cette trace de l'érosion. On vous sent très motivé, très curieux, très passionné, Jacques Guichard. Oui, c'est venu comment ? Comment ? C'est venu comment, cette passion ? C'est toujours, moi, si vous voulez, je suis un passionné. Je me suis intéressé aux sciences très jeune. Oui. Et puis ensuite, moi, je me suis intéressé à l'enseignement des sciences. J'ai été chercheur, j'étais neurophysiologiste à l'origine. Et puis ensuite, j'ai fait une thèse. Après la neurophysiologie, j'en ai fait une sur la communication, les sciences de la communication et de l'éducation. Donc j'ai été amené de prof d'université pour former justement à la communication et à l'éducation. Et puis je suis fait partie de l'équipe qui a créé la Cité des sciences. Et j'y ai créé les espaces pour les jeunes, ça s'appelle la Cité des enfants. Et j'ai fini ma carrière comme directeur du Palais de la Découverte. Donc oui, j'ai toujours été dans cette logique-là. Justement, cette culture à la mer, à l'environnement, vous la mettez à quel niveau aujourd'hui ? Est-ce que vous sentez les jeunes générations acculturées à ces problématiques-là ? Si vous voulez, je trouve que ça prend bien. Oui. Et nous, on travaille beaucoup avec les écoles, avec les jeunes, et on voit aussi, dans notre association, on a beaucoup de jeunes, on a en particulier des services civiques, des stagiaires, on en refuse en permanence, parce qu'il y en a plein qui sont intéressés par cette dynamique que l'on a. C'est quoi la question des jeunes quand ils viennent vous voir aujourd'hui ? Qu'est-ce qui vous pose Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses, C'est vraiment ça leur question. Il y a vraiment qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce que je peux faire ? Et donc ils ont envie de s'impliquer, c'est bien. Après la pêcherie, quel autre projet vous avez en tête ? Écoutez, ça va venir. Mais la pêcherie, ça a duré quelques années. On a pour 4-5 ans à constituer cette pêcherie. Combien d'adhérents à votre association ? 400, je crois, actuellement, 400, à peu près. Oui. D'accord. Oui. Et vous vivez comment ? Une centaine d'actifs. Une centaine d'actifs. Oui. Et vous vivez en lien avec tout votre écosystème, absolument, absolument. On est en relation avec à la fois d'autres associations avec lesquelles on entretient des bonnes relations, et puis on est aussi en relation excellente avec la mairie, la communauté de communes, enfin les responsables locaux. Pour vous contacter ? C'est à Estuaire. Oui, alors là, Vous avez en effet des documents qui... Donc, on a Facebook, vous mettez Estuaire, et puis on est sur Facebook, Instagram, et sinon, on a aussi un téléphone, 02 51 20 74 95, et on est situé rue de Lousat, au port, dans le cœur du port de la Guittière, à Talmont-Saint-Hilaire. Merci Jacques Guichard, vous êtes passionné, vous êtes un homme passionnant. Merci d'avoir accepté l'invitation de Il y a une asso pour ça. Je rappelle que ce programme est coproduit par TV Vendée, par la Maison départementale des associations de la Vendée et par le Crédit Mutuel Océan. Bonne journée. Merci beaucoup.